donc notre intervention va se découper en gros en deux grandes parties. La première, c'est, je ne suis pas certain que vous connaissiez tous les impacts du numérique, les enjeux, les constats clés, les solutions clés. Donc je vais commencer par vous parler green, sans parler lean. Et sur la deuxième partie de l'intervention, on va essayer de faire le lien justement au travers de deux retours d'expérience concrets de la vraie vie, vous montrer en quoi les démarches Green IT, entre guillemets, et Lean IT se rejoignent et quelles sont les adhérences finalement, pour que, in fine, vous compreniez qu'a priori, vous faites du Green IT sans trop le savoir, quand vous faites du Lean IT, et peut-être inversement. Voilà. Donc, juste avant de commencer, un premier slide qui peut paraître un peu didactique sur le vocabulaire, parce que vous avez dû entendre beaucoup de mots autour du numérique, et de son impact environnemental, plein de termes, Green IT, IT for Green, Green Computing, éco-conception logicielle, enfin tout un tas de mots. Ce qui m'intéresse, c'est que vous reteniez finalement le premier auquel on va s'intéresser ce matin, c'est-à-dire le terme de Green IT, qui vient de l'expression Green for IT, où l'idée c'est qu'on va, au travers d'un processus d'amélioration continue, ça je pense que ça vous parle, essayer de réduire l'impact environnemental, social et économique du système d'information d'une entreprise. Ça, c'est le premier périmètre. Et le deuxième périmètre, c'est que, comme on le verra, pour travailler sur des produits ou des services, surtout des services numériques, on va appliquer une démarche d'éco-conception que je développerai plus tard. Donc les deux expressions clés que vous devriez retenir sur notre sujet, c'est le terme Green IT, qui décrit la démarche qui permet de réduire l'empreinte, et le terme conception numérique responsable, qui permet de réduire l'empreinte d'un service. Sur le premier périmètre, on est au niveau de l'informatique ou du numérique globalement de toute l'entreprise. Sur le deuxième, on va s'intéresser à un produit ou un service, avec une démarche d'éco-conception. Alors, je fais le lien par rapport à ce qui vient d'être dit sur le Green IT. Le Lean IT a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il crée de la valeur pour le client. Et vous le savez tous, parce que la majorité d'entre vous, en fait, créent de la valeur pour vos clients, soit dans le domaine industriel ou dans le domaine du service. Là, on va s'intéresser, en fait, à la valeur qui va être créée par le client. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va être à l'écoute des exigences de ce même client, en essayant de le satisfaire pleinement et en essayant aussi de livrer à temps des solutions qui plaisent à la fois au client et en réduisant aussi les gaspillages de façon à permettre d'avoir la solution qui soit la plus optimale possible. Sur la conception responsable, donc du service numérique, l'idée c'est d'aller un peu plus à l'échelle d'un produit et d'un service. Donc on va rentrer effectivement dans le produit, on va rentrer dans le service pour essayer de comprendre effectivement ce qui va plaire au client, ce qui va permettre d'aller un peu plus en avant en fait, sur la mise en musique du produit. L'idée, c'est qu'on applique une méthodologie dans le domaine du Green IT, qui est la méthodologie ISO 14062. Pour ceux qui connaissent un petit peu les normes ISO, vous savez effectivement que dans le Green, dans le domaine environnemental, il y a une norme ISO qui est l'ISO 14000. Et dans l'éco-conception en particulier, il y a une norme qui est la norme ISO 14062. Je te laisse aller sur le reste. D'accord, donc on va enchaîner sur finalement faire le constat de finalement c'est quoi l'empreinte du numérique globalement. Alors vous avez certainement en tête, donc sur les slides d'après, vous avez forcément en tête des termes qui sont des termes comme virtuel, immatériel, dématérialisation. Finalement, quand on vous parle du numérique, on vous dit que c'est la solution aux problèmes environnementaux, puisqu'on va tout dématérialiser, que tout va se retrouver dans le cloud, dans les nuages. Et comme on va le voir, l'empreinte finalement du numérique est très très importante, bien plus importante que ce qu'on croit. Et c'est finalement au travers de ce premier constat qu'on va prendre conscience que je ne sais plus le terme qui était utilisé, 4.0, c'était l'usine 4.0, voilà, ou la transition numérique, la digitalisation de l'économie est certes intéressante dans plein de situations, mais attention aux impacts directs. Et donc c'est les slides que je vais présenter juste après. Donc au niveau des impacts, si j'avais 3 chiffres clés à vous donner, on va reprendre 3 grandes crises écologiques majeures, le changement climatique, l'épuisement des ressources et puis l'écroulement de la biodiversité. Sur le changement climatique, on se rend compte que 2 à 6% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, donc liées à l'activité humaine, sont directement liées au numérique. Alors 2 à 6%, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est autant que l'aviation civile.
2%, c'est autant que l'aviation civile. Or, la croissance du numérique, du digital, est bien plus rapide que la croissance de l'aviation. Et donc, on est déjà en train de dépasser, dans notre industrie du numérique, de dépasser les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation. Donc, je pense que c'est un premier chiffre qui pose un constat en termes d'empreinte. Un deuxième chiffre, c'est que chaque année, on produit 50 à 75 milliards de kilos de déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est assez pour polluer l'intégralité des terres arables qui permettent de nourrir la planète. Or, avec les chiffres que j'ai entendus tout à l'heure, 9,7 milliards de personnes sur Terre, on va bientôt manquer de terres arables. Il faut donc progresser rapidement sur ce sujet-là. Et puis le dernier chiffre, c'est en termes d'épuisement de ressources abiotiques, les ressources naturelles non renouvelables. On se rend compte qu'on a en gros rien qui consomme autant proportionnellement de ressources que l'électronique. Quand vous fabriquez une voiture, il faut... Alors là, il y a des gens de chez Toyota, donc j'espère pas dire trop de bêtises. Mais en gros, il faut 50 fois son poids en produit fini en matière première. Donc vous multipliez par 50 le poids de la voiture produit fini. Quand vous fabriquez une puce électronique, finalement, ce qui va être au cœur du numérique, il faut 16 000 fois son poids en matière première. Donc vous imaginez l'intensité en termes d'épuisement de ressources naturelles non renouvelables. Donc si on projette finalement cette empreinte au niveau... donc ça, c'était l'empreinte du numérique au niveau mondial. Maintenant, si on s'intéresse à un deuxième périmètre qui est celui de l'Internet et de tout ce qui va être accordé. Donc l'Internet, c'est un réseau. Puis d'un côté, vous avez des data centers dans lesquels il y a des serveurs. Et de l'autre côté, vous avez tous vos terminaux utilisateurs, les smartphones, les tablettes, vos téléconnectés, etc. Mais on se rend compte que juste ce petit sous-ensemble du numérique, c'est finalement un 6e continent, c'est 2 fois l'empreinte de la France, globalement, quand on regarde les principaux indicateurs environnementaux. Donc je pense que ça donne encore une fois une idée de l'impact de nos activités numériques qui sont trop souvent présentées comme des solutions miracles au problème environnemental. Et finalement, je vais passer très vite sur le slide d'après, mais finalement, si on avait à regarder votre empreinte en tant que salarié, votre empreinte quotidienne, elle est quand même assez importante. C'est en termes d'énergie, chaque jour, quand vous arrivez au bureau, vous allumez 2 radiateurs de 1000 watts et puis vous les éteignez quand vous repartez, pendant 220 jours ouvrés, 8 heures par jour. C'est 10 km supplémentaires en voiture, sur une moyenne moins bonne que les voitures Toyota, de 150 grammes de gaz à effet de serre par kilomètre. C'est 4 packs d'eau minérale, donc chaque matin vous arrivez, vous prenez 4 packs d'eau, vous les posez sur votre bureau, ça disparaît, et chaque matin vous retournez au bureau avec 4 packs d'eau minérale. Ça commence à faire. Enfin, vous avez lu les chiffres, donc l'impact de notre activité numérique quotidienne est très importante. Alors, ça, c'était les constats qui fâchent. Heureusement, comme on va le voir, en faisant quelques constats clés fondamentaux, on peut trouver des solutions. Ces constats clés fondamentaux, c'est quoi? Premier constat sur le slide d'après, c'est que finalement, quand on fait des analyses de cycle de vie multicritères et qu'elles sont réalisées de façon indépendante par des chercheurs et pas par des acteurs d'une industrie, de l'industrie électronique, on se rend compte que globalement, c'est bien l'extraction des matières premières, les minerais, leur transformation en composants électroniques qui va concentrer le gros des impacts environnementaux. Alors, ce constat, j'ai une fille qui a 7 ans, quand je lui dis ça, elle me trouve les solutions intuitivement, quoi. C'est très simple. Donc les solutions qu'on va trouver ensuite, elles sont directement liées à ce constat. Quand on regarde les services, c'est le slide d'après, quand on regarde les services numériques, par exemple Internet, on se rend compte que entre les data centers dont on vous rabat les oreilles dans les médias, le réseau et les terminaux utilisateurs, ce n'est pas du tout la consommation électrique des data centers, ce que vous avez dû entendre dans les médias, qui raconte 80% de bêtises sur le sujet du numérique. Ce qui a été dit sur le Lean est vrai malheureusement sur le Green IT. C'est surtout les consommateurs, en fait, les internautes, et donc les utilisateurs qui vont concentrer les impacts. Donc pour en arriver aux solutions qui sont très simples, finalement, si on veut réduire l'empreinte du numérique, comme on va vouloir réduire l'empreinte d'une usine chez Toyota, notre démarche à nous pour réduire l'empreinte, elle va être d'utiliser moins d'équipements, plus longtemps, plus intelligemment. Donc c'est vraiment du bon sens paysan de base, mais qu'on a objectivé au travers d'études internationales sérieuses et multicritères. Et donc pour réduire cette empreinte, on a différentes solutions. Le réemploi qui a été, et le recyclage qui ont été évoqués dans le cas de l'industrie automobile. Mais dans notre particularité, dans notre métier à nous qui est assez particulier, on va avoir un domaine où on va être plus impactant finalement que sur le réemploi ou sur le recyclage, ça va être l'éco-conception des services numériques. Alors cette démarche, elle vient d'un constat dont les chiffres vont apparaître sur le slide d'après. Je vais juste faire une petite remarque par rapport à ce qui vient d'être présenté. C'est qu'on est parti effectivement d'un certain nombre de causes.
Ce que Frédéric a présenté, c'est qu'à partir de ces causes, ils ont essayé de trouver effectivement quelles étaient donc les différentes raisons et les différentes méthodes qu'ils devaient expérimenter pour essayer de réduire l'impact environnemental. Donc la cause première qui a été présentée tout à l'heure, c'était de se dire, on mesure aujourd'hui que l'extraction de minerais, les extractions de matières premières, donc ont un impact très fort sur l'environnement. À partir de ce Pareto, en fait, de cette première cause, l'idée a germé en fait dans les personnes qui ont fait naître le Green IT de se dire, il va falloir qu'on maîtrise les méthodes d'éco-conception. Donc travailler sur la méthode. Et aussi travailler en fait sur le réemploi. Donc lorsqu'on voit la partie recyclage, l'idée c'est de recycler le moins possible. Ce qu'on disait tout à l'heure, et on peut l'employer aussi pour l'informatique, c'est ton expression favorite, c'est le meilleur ordinateur, c'est celui qu'on n'utilise pas. L'idée c'est rallonger en fait la durée de vie donc des ordinateurs. Donc réemployer en fait le matériel informatique et l'utiliser le plus tard possible, de façon à avoir un impact sur l'environnement qui soit le plus faible possible. Donc pour parvenir finalement à réemployer des équipements et pour utiliser moins d'équipements, la base fondamentale c'est que les octets, les programmes qui s'exécutent sur ces équipements doivent être les plus légers possibles. Or, on constate une inflation démesurée de la quantité de puissance informatique nécessaire pour faire les mêmes choses qu'avant. Vous voyez les chiffres qui s'inscrivent sur l'écran. En gros, entre Windows 98, Office 97, donc il y a 15 ans, votre poste de travail Microsoft d'il y a 15 ans et celui d'aujourd'hui, il faut 115 fois plus de puissance. C'est comme si Toyota fabriquait des voitures avec un moteur 115 fois plus puissant pour faire la même quantité de kilomètres à la même vitesse sur l'autoroute. Le sens de l'histoire dans le monde automobile et dans le reste du monde, finalement, dans le reste des industries, c'est de réduire la taille des moteurs, réduire leur consommation. Eh bien, nous, dans le numérique, on augmente. On n'arrête pas d'augmenter la puissance des moteurs pour faire exactement la même chose qu'avant. Parce que vous n'allez pas 115 fois plus vite qu'avant quand vous tapez votre email, malheureusement. Et vous n'êtes pas 115 fois plus intelligent, je suis désolé, mais voilà, on progresse, on mature, on devient sage peut-être un peu avec l'âge, mais globalement, on sent qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Et donc, c'est ce qui nous a amené finalement en étudiant l'impact du numérique et en trouvant des solutions, après avoir amélioré l'efficience énergétique, réduit les volumes d'impression, enfin tous les quick wins finalement, à nous attaquer au problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on conçoit des applications et des services informatiques dans leur ensemble qui sont trop gras. Microsoft le dit lui-même, il y a 5 fonctionnalités qui sont utilisées dans Word. Or, ce logiciel vous propose des centaines de fonctionnalités. Et donc c'est bien en travaillant sur le fonctionnel, sur l'offre, la promesse métier et la promesse produit, en réduisant à l'essentiel, dans une démarche de sobriété, la promesse qu'on fait aux utilisateurs, qu'on va être capable de réduire drastiquement l'empreinte environnementale, comme on va le voir sur les 2 exemples qui suivent juste derrière. Pour faire le lien avec le Lean, encore une fois, donc on va à la chasse au gaspillage, on expérimente. Donc on a parlé tout à l'heure de Mouda Morimura. L'essentiel en fait du gaspillage que l'on remarque en fait dans les études, dans les expérimentations qui ont été faites, sont dus essentiellement à la surproduction. Je vais prendre 2 exemples de surproduction. Le premier exemple de surproduction, c'est de se dire qu'on a besoin de plus en plus de données pour pouvoir comprendre ce qui se passe. On a un petit peu parlé tout à l'heure. L'exemple d'une société d'assurance qui se dit je vais basculer donc 10 ans d'historique de données parce que la loi me le demande, sauf que la loi demande en fait une information qui est excessivement importante, qui est d'avoir en fait une police d'assurance qui n'a jamais été saisie dans le passé, durant les 10 années. Et donc, basculer ces données dans une base de données sans avoir la police d'assurance, c'était comme si on ne répondait pas à la loi, comme si on développait effectivement des outils de bascule qui ne servent à rien. Donc là, et puis sachant que ça coûte cher, dans cet exemple-là, c'est des 400 jours hommes, donc faites le calcul, si vous multipliez par 1000, ça peut vite monter. La notion aussi de surprocessing. La notion de surprocessing, on l'a quasiment tout le temps. Une application, par exemple, qui est trop lente, le premier réflexe des informaticiens, c'est de dire « je vais augmenter l'infrastructure ».
Ça, c'est la même chose, sans aller voir effectivement la valeur du code, sans aller voir ce qui se passe donc, sur le Gemba, donc sur Genshin Genbutsu, où on va vérifier effectivement le contenu du code. On va augmenter le code. Et c'est un exemple récent où, pour pouvoir répondre à des temps de réponse qui avoisinent les 2-3 heures donc de temps de réponse, ce sont des processus de batch, eh bien, il a fallu créer l'infrastructure la plus importante de l'histoire de cette banque. Et donc, en multipliant par 3 l'infrastructure, donc les gens se sont posé des questions, déjà parce que ça coûtait cher. Puis ensuite, ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Et c'est la notion de dirty coding. Donc là encore, on va donc dans le Genpa, donc directement dans le code. Donc dirty coding, c'est pour faire l'association entre ce qui est propre et ce qui n'est pas propre. Généralement, donc il y a des requêtes qui sont soit mal écrites ou des appels donc machines qui sont pas forcément optimaux. Dans ce cas-là, eh bien, il faut faire marcher un petit peu de jus de cerveau et essayer de comprendre effectivement ce qui se passe directement dans le code. Et ça, c'est assez intéressant parce que Frédéric, donc, par sa démarche Green IT, passe son temps à aller voir justement dans le cadre de la conception, dans le code, pour aller voir effectivement comment essayer d'optimiser ces lignes de code. En fait, j'essaye d'aller voir avant le code. Aussi. Parce que quand on va voir dans le code, on fait du gras bio. Or, nous, ce qu'on veut, c'est enlever le gras. Et donc, le gras, il se passe avant le code. Donc, je pense qu'on peut développer les 2 exemples qui viennent. Le premier exemple, c'est un leader de la grande distribution en Europe qui avait un problème, finalement. Le constat, le contexte et puis la problématique, c'était très simplement, le samedi après-midi, mes vendeurs attendent 12 secondes pour avoir idée si j'ai ce produit en stock ou pas dans mon magasin quand il n'est pas en rayon. Alors, moi, je reprends l'exemple de ma fille de 7 ans, 12 secondes avec elle à attendre la réponse, je suis déjà parti. Donc, vous imaginez l'impact business que ça peut avoir. Et puis, quand on chiffre simplement, étant donné la quantité de magasins, la quantité de vendeurs, quand on chiffre l'improductivité liée au fait d'attendre 12 secondes plutôt que 3 ou 4 secondes, on se rend compte que c'est 70 équivalents temps plein de perte de productivité sans même envisager les pertes de vente. Donc voilà, impact critique sur une grande société, enfin une société de la grande distribution, impact critique. On attend des secondes de trop à chaque fois qu'on interroge le stock. Et donc il y avait 2 solutions. Hein. La première qui a été présentée, qui est un peu celle qu'il ne faut pas faire, qui a été présentée, c'est on peut rajouter des serveurs, reconstruire un nouveau data center, remettre de la puissance informatique. Ou alors on a une deuxième solution, si on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et finalement, quand ces personnes ont essayé de comprendre ce qui se passait, ils se sont rendus compte que après 10 ans d'ajouter, de transformer les règles métiers, mais sans casser le logiciel, sans le reconstruire totalement, ils avaient empilé des couches de gras et puis des ponts, et finalement ils avaient des requêtes SQL, ce qui permet d'interroger la base de données pour savoir si on a bien le produit en stock, qui était devenu énorme, qui avait 95% de gras et 5% de muscles. Et donc leur idée, ça a été de dire, on va réécrire les 40 requêtes SQL clés, les 40 façons d'interroger la base de données pour consulter le stock. On va réécrire, tout réécrire, et ils ont divisé comme ça par 2, voire 3, le temps de réponse de l'application. Et donc finalement, ils ont économisé 70 temps plein, mais surtout, ils ont réussi à vendre plus d'articles le samedi après-midi, parce que le temps d'attente en magasin était suffisamment acceptable pour l'utilisateur final. Donc la planète a gagné parce qu'on n'a pas construit un nouveau data center. Eux, ils ont fait des millions d'euros d'économies, des millions d'euros de ventes supplémentaires. Donc c'était un bénéfice pour tout le monde et également pour l'utilisateur qui avait un meilleur service. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans les liens qu'il peut y avoir entre la démarche Green IT et la démarche Lean IT, il y a plusieurs choses. Vous savez que dans le Lean, donc, on regarde différents indicateurs de performance. Et l'idée, en fait, c'était de dire, dans le Lean IT, il y a un indicateur qu'on ne mesure pas encore, c'est l'indicateur qui nous permet de mesurer la baisse, en fait, de l'empreinte environnementale. Donc, travailler, en fait, sur tous les indicateurs de performance classiques qu'on étudie dans le Lean, depuis la satisfaction client, depuis les informations provenant de la qualité du produit, les délais jusqu'à, bien sûr, le ROI. Donc, mesurer effectivement que l'approche qui se veut de diminuer l'impact environnemental
a aussi un effet positif sur l'ensemble de la performance de l'entreprise. Et rajouter cette dimension en fait dans le Lean IT a été assez naturel, puisqu'aujourd'hui vous avez en fait les indicateurs qui vous sont présentés sur cet exemple-là. Donc on a donc eu un ROI, je l'ai calculé, qui était en termes de durée égal à 1 semaine, donc très rapide pour ce type de projet, on va dire. Le temps de réponse qui a été lié à la satisfaction client à l'intérieur donc des magasins dans les distributions a été divisé par 2, puisqu'on est passé donc, à 5 secondes, de 12 secondes à 5 secondes. L'empreinte hydrique, quand on parle d'environnement, donc il y a les aspects eau. Donc on est passé en fait d'une empreinte de 2 millions de litres d'eau à un peu moins d'1 million. Et en termes d'équivalent CO2, on est passé de 91 000 à 45 000. Donc là encore, on a divisé par 2. Tout en sachant en plus que, comme ce qui a été dit, donc c'est l'équivalent d'un data center de 100 000 m². Donc c'est une approximation que l'on a faite, parce que tout dépend effectivement de la constitution du data center. Et le fait de travailler en fait sur la qualité, parce qu'on a travaillé sur la qualité du code, de travailler sur le processus en fait qui a permis de générer le bon code. Alors ce qu'on appelle le bon code, c'est pas forcément le code qui fournit la bonne fonctionnalité au client, et c'est pas parce qu'on va fournir la bonne fonctionnalité au client que le client va être content. Comme on l'a dit, là, le client était mécontent parce qu'on était sur des temps de réponse qui allaient jusqu'à 12 secondes. Travailler sur le code, c'est à la fois la bonne fonctionnalité, et dans ce cas-là aussi, c'était travailler sur les temps de réponse. On va passer au deuxième exemple. En fait, c'est pas 100 000 m², c'est 10 000 m². Hein. 10 000 m², ouais, pardon. On a le même problème de virgule que le premier intervenant. Ça, c'est plutôt le zéro. C'est contagieux. Voilà. C'est contagieux, tout à fait. Donc, attention au dernier intervenant. Ça va finir par vraiment enfler. Donc, deuxième retour d'expérience, c'est une entreprise publique donc qui avait une problématique. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment du très concret. Finalement, les postes de travail, donc les ordinateurs n'étaient pas... Donc c'est... je ne sais plus, je crois que c'est 40 000 postes de travail, donc ça commence à faire en France, 40 000 postes de travail. Et donc les ordinateurs n'étaient pas éteints la nuit. Et donc l'entreprise s'est dit, c'est quand même ballot, puisqu'on a un programme RSE environnemental, qu'on essaye de faire du Green IT, comment faire pour éteindre ces postes de travail, donc faire des économies financières, faire des économies d'un point de vue environnemental, puisque vous savez que quand on fabrique de l'électricité en France, on a un principal impact qui est l'eau. On utilise 4 litres d'eau par kilowattheure électrique. Alors qu'on émet très peu de gaz à effet de serre, c'est 2 à 3 fois plus les 4 litres d'eau que dans le reste du monde. Et tiens, juste une question, même s'il ne nous reste que 4 minutes. Est-ce que vous savez quel est le principal gaz à effet de serre qui est émis quand on fabrique un kilowattheure électrique en France? Jetez un mot comme ça, allez-y. Vous diriez quoi, du CO2? C'est de la vapeur d'eau, tout à fait. C'est juste pour tester parce que le commun des mortels croit qu'on émet du CO2, on émet de la vapeur d'eau. Et donc bref, c'était très intéressant pour réduire l'empreinte environnementale, pour réduire l'empreinte financière. Et ils ont développé un petit logiciel interne qui permettait à la fois de savoir si les postes de travail étaient allumés, votre ordinateur, et de l'éteindre si c'était le cas et qu'on était sur la plage horaire où il fallait les éteindre. Et donc le gain est vraiment énorme puisque pour 40 000 postes de travail, avec un taux d'extinction de 51%, ils ont réduit de 24% la consommation électrique. Ce qui est très significatif, c'est plusieurs millions d'euros à l'échelle de cette entreprise. Plusieurs millions d'euros qu'on peut injecter pour améliorer d'autres processus ou pour mieux servir le public de cette entreprise publique. Donc pour terminer, on va repartir des indicateurs. Vous avez vu que tous les indicateurs, que ce soit les indicateurs environnementaux, qui étaient l'objectif principal dans cette expérience, ont permis de diminuer de 25% à la fois l'empreinte hybride et l'empreinte CO2. L'impact économique, on a fait une économie de 1,5 million d'euros. Et le taux d'extinction qui était au début autour de 20%
a augmenté, donc a été multiplié par 3, augmenté de 300%. Alors ce qui est intéressant là, encore une fois, c'est qu'on a travaillé sur la qualité. Donc la qualité du produit cette fois-ci, donc il y a un Poka-Yoke en fait software qui a été écrit, c'est-à-dire on a permis grâce à l'outil informatique d'avoir une extinction automatique effectivement des machines. Donc ça c'était assez nouveau en fait pour cette entreprise. Sur l'écriture aussi d'un standard. Donc un standard qui a été partagé donc, avec l'ensemble des utilisateurs qui étaient concernés par ces entités, et de façon à sensibiliser et à former les personnes. Et on a travaillé effectivement sur la réduction des gaspillages, en particulier le temps passé à utiliser les ordinateurs. Donc, pour conclure, avant de passer aux questions, ouais, par rapport aux deux interventions qu'il y a eu ce matin, il y a un point qui a vraiment beaucoup résonné, c'est que dans le monde de l'informatique, du numérique, on a des informaticiens qui veulent absolument avoir des logiciels et appuyer sur un bouton pour que ça fasse le travail d'optimisation à leur place. Et dans notre domaine, clairement, quand on veut réduire l'empreinte du système d'information d'une entreprise, d'un produit ou d'un service numérique, on est clairement dans du jus de cerveau. Et tant qu'on n'a pas une démarche systémique, globale, partant sur le cas utilisateur, ce qu'on appelle nous, ce que vous appelez peut-être des use cases, mais qu'on appelle nous une unité fonctionnelle quand on fait une analyse de cycle de vie. Donc par exemple, pour réserver un billet de train, lire un article, enfin un acte utilisateur, tant qu'on ne part pas de là et qu'on ne regarde pas le système dans son ensemble qui permet de délivrer cet acte utilisateur, on passe systématiquement à côté des principaux leviers. Pourquoi ? Parce que les méthodologies dont on dispose pour automatiser les process et les référentiels de bonnes pratiques dont on dispose pour automatiser les process d'analyse, ils se limitent souvent à quelques centaines de règles. Or, il y a autant de défauts de conception ou de conception peu brillante que de produits, que de services, que d'entreprises. Et donc, on a absolument besoin d'avoir une approche ouverte, très très ouverte, pour arriver à trouver les leviers qui vont permettre d'identifier des gains vraiment substantiels. Et moi, je suis vraiment surpris, il n'y a pas un seul cas que je traite chez chaque client où on ne soit pas surpris de la solution. C'est-à-dire qu'on essaye avec nos méthodes, on essaye avec nos outils, et parce qu'on discute sur le terrain, surtout avec les gens qui font, ce qui a été dit dans la première intervention, on finit par trouver des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées en tant que consultant. Et donc il y a vraiment ce travail d'ouverture d'esprit et de jus de cerveau qui est absolument indispensable et qui donc résonne pour moi par rapport à ce qui a été dit sur le Lean, pour arriver à réduire l'empreinte du numérique. Si on n'a pas cette ouverture, ça ne fonctionne pas. Donc surtout, faites attention aux solutions dont vous allez entendre parler, vous appuyez sur le bouton et c'est magique et ça fait tout le travail d'analyse à votre place. Ça ne fonctionne pas. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, Marc Dumont. Je veux savoir comment vous vous situez. Il y a un mouvement dans le logiciel qui s'appelle le Lean Software Development avec Marie Popandik qui a écrit les Stop Popandik, qui a écrit des tas de choses très intéressantes par rapport à ça. Ça fait partie du mouvement de la communauté agile, etc. Tous les principes que vous avez décrits sur faut se focaliser sur prioriser les fonctionnalités importantes, réduire le code inutile, enfin il y a énormément de choses. C'est fortement commun par rapport à ça. Donc comment vous vous situez le Lean IT par rapport au Lean Software et toute les mouvances de l'agilité? Sur ce qu'on vient de présenter, en fait, on a appliqué surtout une démarche donc, de Lean Startup. C'est-à-dire qu'on est parti en fait des plus gros irritants. Les deux exemples en fait qu'a pratiqué Frédéric. Donc sur le deuxième exemple, il s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une consommation électrique qui était au-dessus de la moyenne. Sur le premier exemple, qui est peut-être un peu plus flagrant, il est parti en fait d'un constat, c'est que en allant en fait dans les entités, dans les magasins, eh bien les utilisateurs étaient irrités par ces fameuses 12 secondes donc de temps de réponse qu'ils avaient. Donc
il s'est dit, mais ok, le logiciel fait des fonctions, mais quand on a un vrai client, un client final qui est venu pour acheter des produits et que le logiciel met 2 secondes pour pouvoir répondre, c'est peut-être l'urgence avant de s'attaquer aux problèmes environnementaux. Donc il s'est attaqué en fait, comme le décrit le Lean Startup, au premier héritant, à la première amélioration qui était demandée en fait par son client direct, qui était l'utilisateur. Je pense qu'il y a en fait il y a beaucoup de recoupement entre les démarches. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, avec des démarches qualité, des démarches performance et plein d'autres démarches qui se recoupent et qui sont toutes en train de se rejoindre. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on part souvent d'une analyse de cycle de vie du système étudié, donc du service numérique dans son ensemble, ce qui va être assez différent du Lean Software, où souvent on va être sur le software, sur le logiciel, et on va regarder que le logiciel. On va être plus sur de l'optimisation du logiciel en lui-même, mais sorti du service dans son ensemble. Si je réserve un billet de train à la SNCF, je vais être sur une chaîne de valeur et une chaîne technique qui est très très large, où je vais avoir plein de logiciels, plein de matériel, plein de réseaux. Et donc nous, on va regarder cette globalité, donc avec vraiment une approche systémique, pour trouver les plus gros leviers, qu'ils soient métiers, qu'ils soient techniques, qu'ils soient en termes d'implémentation au niveau des lignes de code. On a une vision de l'extérieur avec des indicateurs environnementaux, et c'est en partant des indicateurs environnementaux qu'on va identifier les gros leviers. Donc je pense qu'on se rejoint énormément sur l'état d'esprit, sur une grosse partie de la méthodologie. Mais nous, on part de l'environnement et surtout avec une approche systémique basée sur l'expérience utilisateur. Je ne sais pas si ça répond. Question? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la préoccupation des entreprises, au-delà de tous les bienfaits du Green IT, la préoccupation des entreprises est fondée essentiellement sur la législation européenne, donc je parle des grands groupes, concernant le GDPR, c'est-à-dire la protection des données. Il n'y a pas de législation, il n'y a pas d'incitation forte pour les entreprises sur l'éco-conception IT. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce que les moyens d'impliquer les organisations sont suffisamment importants pour embarquer les IT là-dedans? Alors, la réponse est double. Il n'y a pas de contrainte légale, c'est clair. Maintenant, si vous appelez Yahoo, aujourd'hui, vous êtes mort. Si vous appelez Google, vous avez remporté la mise. Et donc aujourd'hui, clairement, c'est une urgence et c'est stratégique pour le business des grands groupes que j'accompagne d'associer la transition numérique à la transition écologique. C'est-à-dire que la plupart des grandes entreprises que j'accompagne sont sur transporter du papier, elles sont sur vraiment elles étaient sur des processus physiques, elles sont en train de glisser vers des processus numériques qui restent des processus physiques, mais on a moins des camions qui circulent, pour faire simple. Et elles ont beaucoup de concurrents qui commencent à les attaquer sur ces processus numériques. Et donc si elles ne sont pas meilleures, donc si elles n'arrivent pas à délivrer plus de valeur ajoutée avec 2 fois moins de serveurs qui fonctionnent sur un ordinateur 2 fois moins puissant au fin fond de la Creuse en 2G, eh ben, elles perdent le marché. Elles perdent le business, littéralement. Donc toutes les entreprises que j'accompagne, elles sont d'abord sur cette problématique-là, c'est il ne faut pas perdre le business. Et donc elles y vont souvent, moi ma porte d'entrée c'est soit des DSI, soit RSE. On en vient très rapidement à évoquer le modèle économique de l'entreprise ou des produits évoqués et comment on va contribuer à la stratégie de l'entreprise. Et c'est vraiment, mais c'est flagrant, quoi. C'est maintenant systématique dans tous les cas que je traite. Donc l'absence de réglementation, pour moi, n'est pas un danger. Les entreprises qui ne veulent pas survivre ne survivront pas, tant pis pour elles, quoi. Arrête de dire des trucs qu'on dit dans le Lean sans arrêt, c'est Non mais moi je connais rien au Lean et c'est super intéressant d'échanger parce que... Mais on en est là, hein, littéralement. À votre connaissance, est-ce que les grands pourvoyeurs de systèmes ERP, on cite SAP par exemple, ont entamé une démarche Green IT, ou ils pensent? Absolument pas. Enfin après, c'est comme partout, il y a 80% d'affichage et 5% d'actes. Hein. Et donc dans les faits, non, absolument pas. Enfin, de ce que je vois chez mes clients qui sont des entreprises utilisatrices de ces systèmes, c'est catastrophique. C'est juste catastrophique. Elle vous incite même à faire de l'analyse du big data en temps réel avec des méga serveurs, de déployer 10 fois plus, 100 fois plus de puissance informatique sur des données complètement pourries. Enfin, il y a un décalage entre leur business et la réalité de l'entreprise. Comme Michael, moi j'étais surpris d'entendre des termes comme aller sur le terrain, les leviers, la systémique, tout ça c'est des choses qui pour moi, qui suis agiliste, est
et aussi pratiquant de Lean en emploi. Et comme tu t'es intéressé très tôt au Green IT, si j'ai bien compris, en 2003 ou 2004, je me demandais si tu avais, je sais pas, lu des bouquins pour avoir une méthode en fait d'approche. Ce que je trouve qu'apporte le Lean par rapport au Green IT, c'est une méthode. Et donc je me demandais si tu avais construit cette méthode d'intervention de manière empirique, toi, ou si tu avais eu des sources d'inspiration. J'aurais dû lire les enseignements du Lean plus tôt. J'aurais fait moins d'erreurs moins longtemps. Ceci dit, en faisant des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, c'est ce qui a été dit ce matin. Et donc finalement, je ne vais pas dire qu'on a recréé le Lean, mais on est dans une démarche qui ressemble à l'agilité, qui s'inspire de l'agilité, du Lean, etc. Donc en fait, toutes ces démarches, elles sont en train de converger. Donc on a construit notre démarche from scratch, effectivement, empiriquement, mais finalement, on fait un bout de Lean, un bout d'agilité, on s'inspire aussi de ce qui se fait en performance, etc. Donc on a appris sur le terrain, là, pour le coup. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a pris le temps d'apprendre sur le terrain et de se casser les dents pendant des années, qu'on a fini par sortir des lignes de code pour aller sur le business, les actes métiers, une vision systémique, donc prendre beaucoup de hauteur. Et c'est en prenant de la hauteur qu'on réussit aujourd'hui à identifier des leviers qui sont suffisamment importants pour intéresser des COMEX, quoi. Si on n'était que sur les lignes de code, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est très intéressant, mais on n'aurait pas les mêmes effets de levier, on ferait du gras bio et nous on va enlever le gras, quoi. C'est fascinant, j'ai une question. Tu es très seul, il y en a d'autres qui ont la même démarche au monde, parce que c'est un problème qu'on avait dans le Lean il y a 15 ans. Ce que tu dis est fascinant. Est-ce qu'enfin, en tant que société, on commence à essayer de reprendre la main sur nos systèmes informatiques? Alors, parce que moi je suis d'une génération où SAP étant le bon exemple, où on a pensé que en créant une économie soviétique à base d'informatique au lieu de le faire politiquement, ça marcherait mieux. Clairement, ce n'est pas le cas. La réponse est double. On est très seuls, les rares experts intègres sur le sujet. Parce que malheureusement, malheureusement, c'est facile de faire du greenwashing, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus lent. D'aller chercher des gros leviers stratégiques, fondamentaux, etc. Il y a 90-95% de ce qui se fait dans le domaine du green IT, entre guillemets, qui est du greenwashing, malheureusement. Donc les rares experts intègres, on est assez seuls. C'est-à-dire une main, deux mains? Ouais, ça serait une main, en France. Après, il y a des dizaines. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul acteur du numérique qui n'utilise pas le terme Green IT et qui n'a pas une politique, qui ne va pas avoir une offre et qui ne va pas vous en parler. Le problème, c'est que sur la conception responsable, donc cette vision systémique de ce que c'est qu'un service numérique, comment on fait pour réduire l'impact de réserver un billet de train, ils vont vous vendre une solution presse-bouton parce que c'est là qu'ils margent. Et voilà. Et ça, c'est 95% du marché. Et nous, on rame derrière pour essayer de faire monter le marché en valeur, en compétences, parce que derrière, il faut se rappeler qu'il y a l'avenir de nos gamins. Moi, j'ai une fille qui a 7 ans, et on travaille sur l'avenir de nos gamins, quoi. Et ça, malheureusement, ça passe un peu trop à la trappe, et c'est surtout un argument marketing, quoi. Donc, Une dernière question. L'une des questions de l'amélioration en matière de Lean, c'est la mesure de la performance. Oui. C'est-à-dire, on était à un certain niveau, on arrive à un autre niveau, et on considère qu'effectivement, puisqu'on y est arrivé, il y a eu une amélioration. Vous avez des bases de données sur l'impact sur l'air, l'impact sur l'eau, la consommation de ressources rares, les problèmes de recyclage, etc., qui permettent de dire, quand je fais cet effort-là, voilà l'impact que j'ai. Alors à deux niveaux, au niveau du système d'information global d'une entreprise, au travers du club Green IT dont un membre est présent dans la salle, donc qui regroupe les grandes entreprises françaises, publiques et privées qui s'intéressent le plus à ces sujets-là. On se benchmark depuis 2 ans, et donc je peux vous dire que 23 pages par jour par utilisateur, c'est trop par rapport à la moyenne qui est de 17 chez les meilleurs élèves. Donc on a un ensemble de bases de données sur l'ensemble du système d'information qui permet de savoir où est l'imperformance d'un point de vue technique, comment elle se traduit d'un point de vue environnemental. Donc on sait traduire une page, 1 kWh, 1 an d'utilisation d'un ordinateur, on sait le traduire en impacts environnementaux. Et on sait faire exactement la même chose sur l'aspect plus service numérique. Donc je peux vous dire, je peux estimer la performance environnementale d'une URL ou d'une page web, par exemple, vous dire si elle est plus ou moins bonne, de façon à vous donner des notions sur quel indicateur technique, quels paramètres, les requêtes HTTP, le poids de la page, etc. Vous allez a priori devoir agir pour réduire l'empreinte environnementale. Donc on se mesure beaucoup, on essaye d'objectiver ce qu'on fait pour construire des plans d'action qui soient à la fois objectifs
et dont on fixe objectif, on regarde la réalité, et dont on puisse quantifier des objectifs à atteindre qui soient pas inconscients, quoi, qui ne soient pas totalement délirants. À l'Institut Ligne France, on est là pour faire la promotion des personnes qui ont des idées qui vont dans le bon sens. Donc si la personne du Green IT voulait bien lever la main, que tout le monde le voit, voilà, qu'on puisse vous poser plein de questions à l'heure du déjeuner. Merci. Merci. Moi, je me réserve une petite question aussi. On a parlé, dans les exemples que vous avez donnés, de grosses retouches. Hein. On constate un gros bordel, on retouche. On a aussi parlé d'éco-conception, c'est-à-dire on essaie de faire du préventif, on conçoit à l'avance. On travaille à l'avance pour éviter qu'il y ait des gaspillages futurs. Mais il y a un aspect dans ce que nous a appris le Lean Management qui est ce qu'on appelle le JDOKA. Et le JDOKA, ça consiste en, si je suis un opérateur sur une ligne, à pouvoir tirer une corde pour dire attention, j'alerte, je vois un problème qualité, je ne veux pas que la mauvaise qualité se propage, ou si je suis une machine et que j'ai été paramétré pour dire attention, par exemple, mes conditions de température sont plus les bonnes, je vais produire de la mauvaise qualité. Et ça, c'est fondamental aussi dans la capacité à repérer le problème au moment où il se passe. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, l'un ou l'autre, vous pouvez répondre, en digital, en IT, des systèmes de JDOKA? On en a en fait. Typiquement sur le web. Alors, on n'en a pas pour toutes les technologies parce que le problème du numérique, c'est que c'est une infinité d'architectures, une infinité de technologies. Et nous, on travaille que sur le moteur à hydrogène, on va dire, et on a oublié le diesel, l'essence et tous les autres. Mais sur le web, par exemple, on a des outils très simples comme ecoindex.fr qui permettent de détecter automatiquement sur une page, de lancer une alerte, de dire là, il y a un problème parce que par rapport à tout ce qu'on a mesuré sur un échantillon représentatif de 500 000 pages web analysées, vous êtes le moins bon, donc c'est qu'il y a un problème. Et donc, et on sait ressortir même des pistes d'amélioration. Alors, on est aux prémices de ce type d'outils. Hein. Et après, on a des méthodologies, notamment ce qu'on fait avec le Club Green IT au niveau du benchmark, qui, plus d'un point de vue méthodologique, permet de se comparer les uns aux autres pour faire ressortir les points où on est, entre guillemets, bon et ceux où on est mauvais, par comparaison, donc de façon relative, et donc permet d'identifier, on ne sait pas trop pourquoi on est bon, on est mauvais, mais ça permet de tirer un peu la sonnette d'alarme. Super. Merci beaucoup, bravo. Merci.